Bonsoir et bienvenue sur Al-Oula. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Foot Cannes 2024, les Lions de l'Atlas à 2 doigts d'un 3e sacre. Bien qu'ayant validé leur ticket pour le prochain mondial, les protégés de Hicham Guigui devront confirmer. Le parcours des Lions de l'Atlas est impressionnant. Il y a eu l'art et la manière. Un match programmé ce soir à 20h face à l'Angola au Palais des Sports du complexe Moulay Abdallah de Rabat. À moins de 24 heures du coup d'envoi de l'édition 2024 du Salon international de l'agriculture de Meknès, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour la réussite de cette 16e édition qui réunit cette année quelques 70 pays et près de 1500 exposants. Rencontre agricole tenue sous le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Le festival du printemps musical des Alizés a fait son grand retour à Essaouira. Durant 4 jours, la cité a vibré au rythme de la musique classique, au grand bonheur des mélomanes, comme ce fut le cas hier soir avec l'orchestre philharmonique du Maroc. D'une pierre deux coups, le Maroc est en finale de la Cannes 2024 et il sera présent à la Coupe du Monde en Ouzbékistan. Le parcours des Lions de l'Atlas est impressionnant, il y a eu l'art et la manière. Avec 32 buts à son actif, les Lions de l'Atlas enregistrent un record lors de cette édition. Ce soir à 20h, les Lions de l'Atlas devront confirmer leur excellent parcours en finale. Ça sera face à l'Angola. Une place en finale décrochée, rappelons-le, aux dépens de la Libye. Zakaria Moukhembilla revient sur cette rencontre. Confiants et déterminés, les Lions de l'Atlas ont débuté de plein pied leur rencontre contre la Libye. Le capitaine des Lions de l'Atlas, Soufiane El Mesrer, ouvre le bal avec un premier but salvateur. Depuis, l'équipe nationale de futsal ne cesse de multiplier les tentatives. Youssef Joued enchaîne avec un second but. Ses coéquipiers resserrent le rang défensif. Un 3e but est signé Bilal Bakkali. Rapidité de jeu et précision des tirs ont permis à la sélection nationale de renforcer leur avantage avec 2 autres buts. Ce résultat est dû en grande partie aux consignes de notre entraîneur qui a passé en revue avec nous tous les détails techniques et tactiques afin de réaliser la victoire. Malgré ce score, l'équipe libyenne était difficile à gérer. Nous avons appliqué la stratégie de notre entraîneur Hicham Guigui. Nous allons tout faire pour garder le trophée dans notre pays et remercier le public pour ses encouragements. C'est une belle victoire qui nous a qualifiés à la Coupe du Monde. Tous les joueurs ont fait montre d'une belle combativité. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, sortie de Youssef Joued sur blessure. Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas maintiennent la pression. Action rapide et passe décisive permettent aux protégés de Hicham Guigui d'ajouter 2 autres buts par Hicham El Mesrer et Bilal Bakkali. Score final, 6-0. Avec cette victoire, l'équipe nationale se qualifie à la Coupe du Monde et affrontera en finale l'Angola, déjà battu 5-2 en phase de groupe. La finale sera certes très difficile pour plusieurs raisons. Les joueurs de l'Angola s'émancipent de plus en plus car ils ont réalisé leur objectif de se qualifier à la Coupe du Monde. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils joueront sans pression. Pour nous, malgré notre qualification, toute notre attention sera focalisée sur la victoire afin de remporter la Coupe. Un parcours sans faute et un carton plein pour l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique de futsal. Après avoir terminé en tête du groupe A avec 9 points, engrangé en 3 victoires lors de la phase de poule et battu la Libye en demi-finale, les Lions de l'Atlas devront confirmer leur excellent parcours en finale face à l'Angola. La finale Maroc-Angola se jouera en présence du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, et du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le Maroc s'est établi comme une puissance mondiale de football, c'est ce qu'a assuré le président de la FIFA à son arrivée aujourd'hui à l'aéroport international de Rabat Salé. Nous l'écoutons. Je suis heureux d'être revenu ici chez moi. Dans le royaume, on se sent tout de suite à la maison, je me sens tout de suite chez moi. C'est le football qui domine, qui respire, qui vibre et qui vit dans ce pays. C'est ça que j'aime, donc je suis vraiment très heureux d'être là. Le Maroc s'est établi comme un pays
un vrai pays de football, une puissance mondiale du football, pas seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec évidemment la qualification historique pour la demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands événements. Aujourd'hui, je suis là aussi, il ne faut pas l'oublier, pour cette Coupe d'Afrique de futsal, une compétition qui va qualifier les meilleures équipes aussi pour la Coupe du Monde de futsal, une compétition importante. Et là aussi, le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte dans une organisation qui est exceptionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi avec 2030 en vue, évidemment, on sait ce que le Maroc sait faire, ce que le Maroc peut faire. On est fiers de pouvoir faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer vraiment l'image du football dans le monde grâce au Maroc. Toujours dans l'actualité sportive, la CAF autorise le maillot de la Renaissance sportive de Berkane et appelle l'Algérie à libérer les effets des joueurs. La CAF a décidé que le maillot du club marocain est conforme aux statuts et réglementations. Une décision prise suite à une réunion tenue hier du comité des compétitions interclubs de la CAF. Le comité appelle la Fédération algérienne de football à prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre les équipements détenus par la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match. Le recours de la Fédération algérienne de football contre la décision de la commission interclub de la CAF du 20 avril courant est donc rejeté. La décision de la commission interclub de la CAF du 20 avril est confirmée et toutes les autres requêtes ou demandes sont rejetées. Sport toujours, le Kenyan Robert Kwambe remporte la 7e édition du marathon international de Rabat avec un chrono de 2h09 minutes 6 secondes. L'athlète kenyan a été suivi de l'Éthiopien Amelou Kokeb Tesfaye, 2h09 minutes 25 secondes, tandis que le Marocain Mustafa Ouhedi, 2h09 minutes 51 secondes, a complété le podium. Chez les dames, Rahma Tahiri s'est imposée avec un chrono de 2h25 minutes 30 secondes. Sa compatriote Kautar Ferkoussi est arrivée deuxième en bouclant la distance en 2h25 minutes 35 secondes, tandis que la troisième place est revenue à l'Éthiopienne Naga, 2h26 minutes 55 secondes. Et puis au semi-marathon, l'Éthiopien Adizou Megash Weke a remporté cette 7e édition internationale de Rabat avec un chrono de 1h27 secondes. La Marocaine Soukaina Atnan a été sacrée également championne de cette 7e édition du semi-marathon international de Rabat en signant un chrono d'1h09 minutes 19 secondes. Cette information présente, la Chambre des représentants tiendra demain une séance plénière consacrée au parachèvement de la composition de ces organes. La séance débutera à 15h, précise un communiqué de la Chambre. Et pour un décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, avec nous comme tous les dimanches sur le plateau, Mostafa Sahimi. Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Politologue et professeur de droit, je rappelle, une semaine marquée par la poursuite de l'élan diplomatique autour du Sahara donc marocain. Cette semaine, deux pays ont réitéré, bien sûr, leur soutien à l'intégrité territoriale et à l'initiative marocaine d'autonomie. Il s'agit tout d'abord du Liberia et Saint-Christophe et Niévès par la voix de leur chef de la diplomatie. Que traduit donc cette dynamique au sujet de la cause nationale? Il y a évidemment la cause nationale, on va en parler, mais il y a le fait de nouer et de consolider des relations bilatérales avec chacun de ces pays. Avec le Nigeria, donc le ministre des Affaires étrangères a reçu la responsable des Affaires étrangères de ce pays, Madame Sarah
Ben Solomon Niant, et c'est sa première visite comme chef de la diplomatie du Libéria dans un pays étranger après l'élection présidentielle de novembre dernier. Donc ça, c'est quand même un geste intéressant après l'élection donc, du président Joseph Boaké. Il y a sur la table, évidemment, il y avait un certain nombre de dossiers communs. Dossiers communs, c'est le soutien du Maroc pour une implication et une insertion du Libéria dans les initiatives royales, vous le savez, Atlantique, également le gazoduc Nigeria-Maroc. Et puis, il y a eu une visite de la ministre libérienne des Affaires étrangères à la Cité des métiers et compétences de Rabat Serra-Kinitra, et sur ce plan-là, elle a été impressionnée par les potentialités de coopération en matière de formation professionnelle. Donc, la diplomatie, le concret, la formation professionnelle, et évidemment le soutien du Libéria à la cause marocaine. Il faut rappeler que le Libéria a ouvert déjà un consulat général à Dakhla en mars 2020, et qu'il est prévu dans les 3 mois une commission mixte, etc. Donc soutien du Libéria à la cause marocaine, soutien donc au processus onusien qui est à l'ordre du jour. Autre visite également d'un ministre des Affaires étrangères, M. Douglas. C'est un État, c'est l'État de Saint-Christophe-et-Niévès. C'est un État dans les Petites Antilles, dans les Caraïbes évidemment, qui a eu son indépendance voici 40 ans. C'est une monarchie constitutionnelle fédérative, parce que constituée de 2 États, l'État Saint-Christophe et Niévès. Il est membre du comité spécial des Nations Unies pour la décolonisation, c'est intéressant. Et puis sur la question nationale aussi, il y a le soutien total de ce pays à l'initiative marocaine. Et coopération, enfin, il y a une nouvelle feuille de route pour 2024-2028 qui a été définie. Donc, finalement, une diplomatie en marche. Et voilà. Une semaine marquée également par la réunion de la 3e haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, coprésidée par les chefs de gouvernement des 2 pays. Une feuille de route a été adoptée et 2 mémorandums d'entente signés. Quel bilan retient-on de cette réunion ? C'est encore un agenda diplomatique chargé, vous l'avez relevé, et donc il va se prolonger, je signale au passage, la semaine prochaine avec la visite de ministres français. On aura l'occasion d'y revenir. Alors c'est la 3e réunion de la commission mixte entre les 2 pays. C'est des relations étroites, diverses, multiples. Il y a eu 2 mémorandums d'entente effectivement qui ont été signés, mais surtout, indépendamment de l'entretien diplomatique entre les 2 ministres des Affaires étrangères, il y a eu une grande réunion à la CGEM avec 300 opérateurs marocains et belges, et ça a été une occasion de faire le point sur les potentialités, les opportunités d'investissement au Maroc. Le président de la CGEM a plaidé dans ce sens en disant qu'il y a une nouvelle charte d'investissement et qu'il faut aller au-delà. Il y a des créneaux, énergie et autres secteurs. Et il y a les atouts du Maroc, évidemment, c'est la charte aussi, les avantages incitatifs, le climat d'affaires. Sans oublier que le Maroc est signataire d'une 50aine d'accords de libre-échange couvrant une centaine de pays. Et c'est un marché potentiel de 2 milliards de consommateurs. Donc voilà des possibilités offertes aux 2 pays. Et puis sur la question du Sahara, le Premier ministre belge, M. Alexander De Croo, a réitéré aussi le soutien de l'initiative marocaine. Donc voilà des choses importantes. C'est une capitalisation qui continue et qui est consolidée. Autre temps fort de l'actualité de la semaine, Mustafa Sami, la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Elle s'est tenue à Rabat, une conférence dédiée à la transformation des systèmes agroalimentaires africains. Alors là-dessus, les efforts du Maroc en la matière ont été cités comme modèle. Qu'est-ce qui fait justement du Royaume un cas d'école sur ce registre ? C'est ce qu'a expliqué notre ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, au directeur général de la FAO, M. Kudangu. Il l'a reçu longuement. Et notre ministre a réitéré l'appui de Rabat donc aux initiatives de la FAO, notamment pour ce qui est de la lutte contre la faim et la pauvreté. Le Maroc a fait part de ses priorités dans les stratégies agricoles depuis une vingtaine d'années.
qui sont connus, et le directeur général de la FAO a insisté sur le fait que ce que faisait le Maroc en matière agricole était exemplaire et pouvait servir dans le continent, puisqu'il s'agit d'une conférence régionale de la FAO. Il y a aussi le fait qu'il y a possibilité d'une coopération sud-sud triangulaire, c'est-à-dire entre le Maroc, un État africain, et le concours de la FAO. Et là encore, un nouveau cadre de coopération a été réactualisé pour 2023-2027. Donc voilà, en une semaine, les différents paliers de déploiement de notre diplomatie. Voilà, Mostafa Shahimi, merci de nous avoir éclairé sur l'actualité de la semaine. Mostafa Shahimi, politologue, je rappelle, et professeur de droit, merci. Merci à vous. Rendez-vous incontournable de l'échiquier agricole, le Salon international de l'agriculture de Meknès revient pour une 16e édition. Placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le SIAM ouvrira ses portes d'ailleurs demain. Véritable vitrine des produits, plutôt véritable vitrine pour promouvoir la diversité et la richesse des produits du terroir marocain, de l'artisanat local et des produits agricoles. Il réunit cette année quelques 70 pays et 1500 exposants. L'Espagne est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette 16e édition, tenue sous le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilient. Alors, sur les derniers préparatifs du salon, reportage signé Brahim El-Routi, Imaneblo. Une 16e édition et bien des promesses. Cette année, le SIAM inscrit ses activités autour des changements climatiques et de l'importance de la mise en place de systèmes de production agricole durables et résilients dans un contexte de défis liés au stress hydrique et au déficit pluviométrique. L'ambition de l'organisation de cette 16e édition est de fournir un lieu de rencontre, de dialogue et d'innovation, propice à l'échange de bonnes pratiques et à l'initiation de partenariats stratégiques. Sur une superficie de plus de 12 hectares, le SIAM constitue une plateforme idéale d'échange et de partage d'expériences et d'expertise pour les experts et professionnels de 70 pays qui vont également débattre de différents sujets portant notamment sur les moyens de permettre à l'agriculture de s'adapter au changement climatique, le rôle de l'innovation, l'usage des technologies dans le secteur agricole ou encore la durabilité et la résilience des systèmes agricoles. L'édition 2024 connaîtra la participation de près de 70 pays et de 1500 exposants. L'événement offre une occasion de rencontre avec les différents partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux. Parallèlement, le programme scientifique du SIAM 2024 prévoit des conférences de haut niveau qui seront animées par des experts nationaux et internationaux de renom pour discuter des défis actuels et des solutions innovantes dans le domaine agricole. Il s'agit entre autres de la conférence ministérielle annuelle de l'initiative AAA, Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. Page météo à présent, il a plu hier sur plusieurs régions du royaume, surtout sur le Moyen Atlas, le Rif, la rive méditerranéenne, l'orientale, le Rhône, les plateaux de Lmess et le Séis. Il a été relevé au cours des dernières 24 heures 32 mm à Tanger, 17 mm à Midelt, Ifrane et Rachidia 11 mm, 5 mm à Sidi Slimane, Fès 3 mm, Tétouan, Chefchaouen et Benimlal 2 mm. Il a été relevé également 1 mm à Taourir, Nadour, l'Areish et le Houssima, et puis moins d'1 mm à Oujda et Marrakech. Direction à présent Essaouira qui vit depuis 4 jours au rythme de son printemps musical des Alizés. Les amoureux de la musique de chambre ont été conviés hier à un voyage musical envoûtant. Au cœur de cette apothéose, l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui de Ravel à Brahms a délivré une partition magique. Abdelghani Tarawi, Dominique Orlando. Toujours très impressionnant que de voir installer sur scène un orchestre philharmonique au complet, soit plus de 80 musiciens, comme c'est le cas pour le Philharmonique du Maroc, qui était à l'honneur ce samedi soir à Essaouira. Un ravissement musical d'abord partagé par le chef d'orchestre lui-même, qui a été invité à diriger l'ensemble de ce récital.
C'était très chouette de revenir ici pour nous, pour les musiciens. C'est très important les tournées. On est tranquille, on est entre nous, on profite de la vie de la ville. Et puis retrouver son public, c'est une joie. Puis ce fut au tour de la violoniste Deborah Namtaro de venir distiller sa propre partition. Et cette association avec l'ensemble de l'orchestre fut un véritable moment de grâce. Oui, mais c'était une très belle soirée. On a entendu des belles pièces du répertoire classique, super bien interprétées par l'orchestre et par les solistes. Vraiment bravo au chef d'orchestre pour son travail. C'était très émouvant, certaines parties de la soliste particulièrement qui m'ont beaucoup touchée et le public a beaucoup apprécié parce qu'il y a eu une standing ovation à la fin. Donc je pense que ça a plu à beaucoup de monde. Après l'édition précédente, le retour du printemps des Élysées d'Essaouira s'est avéré plus que nécessaire, quasiment de l'ordre de l'incontournable pour l'ensemble de ceux qui le suivent fidèlement depuis aujourd'hui 2 décennies. La magie était aussi au rendez-vous en nocturne à Bab el-Makina pour le spectacle d'ouverture de la 16e édition du Festival de Fès de la culture soufie et des spiritualités du monde grâce à un brassage de sonorités mystiques africaines. La chanteuse mystique Hassani Yeya et la grignote mauritanienne Fatou Mint Inglé ont instantanément captivé l'audience à travers leur interprétation magistrale de chants liturgiques accompagnés d'un talentueux guitariste. Et sur fond de percussions, les chanteuses et leurs choristes ont exalté l'amour du prophète, de ses compagnons et des lieux saints de l'islam. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 21h. Excellente soirée. À demain.